Un bunker de 6 mètres carrés caché sous un garage. C'est là qu'une jeune fille de 10 ans a passé son adolescence prisonnière d'un ravisseur qui l'a enlevée en plein jour. 8 ans plus tard, elle parvient à s'échapper. Mais ce qu'elle révèle après sa fuite choque le monde entier. Voici l'histoire de Natasha Kampusch. Natasha Kampusch est née le 17 février 1988 à Vienne, en Autriche. Sa vie aurait pu ressembler à celle de n'importe quelle autre petite fille, mais son enfance a été marquée par des tensions et des déséquilibres familiaux. Issue d'une famille modeste, Natasha vivait principalement avec sa maman, Brigitte Sirny, après la séparation de ses parents. Son père, Ludwig Koch, était connu pour son comportement imprévisible et pour son penchant pour l'alcool. Les relations entre ses parents étaient conflictuelles et Natasha était souvent prise entre deux feux. Sa mère, stricte et exigeante, imposait des règles sévères à la maison. Les punitions étaient fréquentes, souvent disproportionnées par rapport aux petites bêtises qu'une enfant de son âge pouvait faire. Son père, de son côté, aimait emmener Natasha dans les bars, un environnement peu adapté pour une enfant. Il avait une tendance à exhiber sa fille comme une sorte de trophée, un comportement qui la mettait très souvent mal à l'aise. Mais malgré les tensions, Natasha était une enfant vive et curieuse, mais aussi très solitaire. Elle trouvait du réconfort dans la lecture et les émissions télévisées. Fait marquant, elle regardait souvent des reportages sur les kidnappings et les disparitions d'enfants. Ces histoires la terrifiaient, mais elle se rassurait en pensant que cela ne pourrait jamais lui arriver. Ces choses-là n'arrivent qu'aux autres, pas à moi, se disait-elle. Natasha se décrit à cette époque comme une petite fille qui manque de confiance en elle. À l'époque, elle se sentait différente des autres, pensant qu'elle n'était pas assez jolie ou pas assez spéciale pour attirer l'attention. Et cette perception d'elle-même, combinée à un environnement familial difficile, l'a rendue vulnérable sans qu'elle ne s'en rende compte. Le 2 mars 1998, une matinée ordinaire pour beaucoup, allait devenir un jour gravé à jamais dans l'histoire de l'Autriche et dans la mémoire de Natasha Kampusch. Elle se préparait pour aller à l'école, comme à son habitude. Mais ce jour-là, une dispute éclate avec sa mère. En colère, sa maman décide de ne pas l'accompagner jusqu'à l'école, laissant Natasha y aller seule. Une décision rare qui ne s'était produite que quelques fois auparavant. Alors qu'elle marchait sur le trottoir, juste en face de son école, elle aperçut une camionnette blanche garée un peu plus loin. Devant le véhicule, un homme imposant semblait attendre quelque chose ou quelqu'un. Natasha hésite à changer de trottoir, mais rapidement, elle balaye l'idée d'un danger de son esprit. Elle se dit encore une fois, ces choses-là n'arrivent qu'aux autres. Elle est convaincue qu'elle n'a rien à craindre et elle continue son chemin. Mais l'homme, Wolfgang Priklopil, ne perdit pas une seconde. En quelques pas rapides, il attrape Natasha par les bras, l'entraîne de force dans la camionnette et referme violemment la porte derrière eux. Le véhicule, équipé de vitres teintées, dissimule rapidement la scène au regard des passants. À l'arrière du véhicule, Natasha, terrorisée, tente de crier, mais aucun son ne sort de sa bouche. La peur l'a paralysée. Alors pour tenter de calmer sa panique, elle pose une question étrange à son ravisseur. Quelle est la taille de vos chaussures? Une question qui à première vue semble complètement décalée, mais qui témoigne de l'intelligence et du sang-froid de la fillette. En posant cette question, elle cherche inconsciemment à collecter des informations sur son kidnappeur, des détails qui pourraient peut-être, si elle venait à s'échapper, lui être utiles. Mais Wolfgang Priklopil reste silencieux, concentré sur la route. Après plusieurs minutes, il conduit la camionnette dans une forêt isolée, loin de la ville. Là, il tente de contacter quelqu'un par téléphone, mais ses appels restent sans réponse. Agacé, il marmonne. C'est pas possible, ils ne viendront pas. Ces paroles énigmatiques suggèrent qu'il n'était peut-être pas seul dans cette affaire. Mais aucune preuve tangible ne viendra jamais corroborer cette hypothèse. Finalement, Wolfgang redémarre le véhicule et prend la direction de Strasshof, une petite ville en périphérie de Vienne. Environ 25 minutes plus tard, il se gare devant une maison. Ce qui semblait être une simple demeure cache en réalité un sinistre secret. Avec une froide organisation, Wolfgang enroule Natasha dans une couverture pour qu'elle ne voie rien
et la transporte dans le garage. Là, il soulève un panneau dissimulé sous lequel se trouve une trappe qui mène à un escalier étroit. Cet escalier descend jusqu'à un bunker qu'il a minutieusement construit pendant plusieurs années. Un espace exigu de seulement 6 mètres carrés, sombre, insonorisé et destiné à devenir la prison de Natacha. Lorsqu'elle est déposée dans cet espace, Natacha ne sait pas encore qu'elle vient d'entrer dans un enfer qui durera 8 longues années. Lorsque son kidnappeur referme la lourde porte en béton derrière lui, un silence oppressant s'installe dans le bunker. Natacha, toujours enroulée dans sa couverture, essaye de comprendre où elle se trouve. Mais le noir complet et l'absence totale de bruit, à l'exception d'un faible ronronnement provenant d'un système de ventilation, contribue à un sentiment de désorientation totale. Elle a été arrachée à sa vie normale et jetée dans un monde d'isolement absolu. Ce bunker, qui sera son univers pour les 8 prochaines années, ne dispose que de l'essentiel. Un matelas assez mince, posé à même le sol, une petite table, un seau pour ses besoins et une ventilation rudimentaire pour assurer un renouvellement minimal de l'air. Les premières heures, Natacha est terrorisée et confuse. Elle cherche à donner un sens à ce qui vient de lui arriver. Pourquoi elle? Que lui veut cet homme? Pourra-t-elle sortir un jour de cet endroit? Priklopil, lui, il est méticuleux. Il a planifié chaque détail de cet enlèvement et du bunker qui le rend indétectable. L'accès à la cellule est dissimulé derrière un meuble dans le garage et la porte en béton armé est presque impossible à forcer. Durant ces premiers jours, le ravisseur ne parle presque pas. Il se contente de descendre régulièrement dans le bunker pour apporter des maigres rations de nourriture, quelques morceaux de pain, un fruit et parfois rien. Natacha est rapidement confrontée à une réalité terrifiante. Priklopil veut qu'elle soit totalement dépendante de lui pour sa survie. Il rationne donc la nourriture, non seulement pour la maintenir faible physiquement, mais aussi pour instaurer une relation de domination totale. Et Natacha, malgré son jeune âge, commence à développer des stratégies pour survivre à cette situation. Elle observe son ravisseur avec attention, elle note ses routines, ses réactions, ses gestes. Elle sait qu'elle doit rester vigilante et qu'il lui faudra beaucoup de patience pour tenter de trouver une échappatoire. Mais Priklopil, il est extrêmement prudent. Pendant les 6 premiers mois de sa captivité, il interdit complètement à Natacha de quitter le bunker. La fillette reste donc enfermée dans cet espace restreint, privée de lumière naturelle, coupée de tout contact humain. Pendant ce temps, la police et les habitants de Vienne sont à la recherche de la fillette disparue. Des affiches sont placardées partout dans la ville et des battues sont organisées. Mais les efforts pour retrouver Natacha restent vains. Au fil du temps, Priklopil permet à Natacha de quitter progressivement la cellule souterraine pour explorer d'autres parties de la maison. Mais ces moments de liberté relatifs sont toujours accompagnés de menaces explicites. S'échapper signifierait la mort de sa famille, de ses voisins ou d'elle-même. Ces avertissements maintiennent Natacha dans un état de terreur constant, l'empêchant toute tentative de fuite. La nourriture est rationnée à tel point que Natacha pèse à l'âge de 18 ans 42 kilos. Et pour maintenir cet isolement, Priklopil a mis en place un système de surveillance strict. Lorsqu'il autorise Natacha à monter à l'étage, toutes les fenêtres doivent être fermées et les stores baissés. Paranoïaque à l'idée que ses crimes soient découverts, il insiste même pour que Natacha ramasse chaque cheveu tombé de sa tête, de manière à ce qu'aucune trace d'elle ne puisse être détectée par un éventuel visiteur ou enquêteur. Mais au fil des années, une relation étrange et ambivalente s'installe entre Natacha et son ravisseur. Bien que Priklopil soit l'auteur de sa souffrance, il est aussi la seule personne avec laquelle elle peut interagir. Et cette dualité perturbe profondément la jeune fille qui oscille entre haine et dépendance envers cet homme. Natacha décrira d'ailleurs plus tard comment elle a appris à manipuler subtilement Priklopil pour adoucir son quotidien. Elle se montre obéissante en surface, tout en essayant de préserver son identité et sa dignité intérieure. Elle refuse par exemple de répondre au surnom que Priklopil lui avait imposé, insistant pour qu'il l'appelle par son vrai prénom. Malgré les sévices, Priklopil cherche parfois à instaurer une certaine normalité dans leur relation. Il lui demande de participer à des tâches ménagères, de partager des repas avec lui et même de l'accompagner dans des travaux de rénovation de la maison. Ces moments, bien que dérangeants, permettent quand même à Natacha de trouver un fragile équilibre psychologique pour survivre. Après 5 ans de captivité, Priklopil autorise Natacha à sortir brièvement à l'extérieur, mais uniquement de nuit
et dans le jardin de la maison. Ces moments, bien que rares, furent pour Natacha des bouffées d'air salvatrices. Elle se souvient avec émotion de la sensation de l'air frais sur son visage et du chant des oiseaux qu'elle n'a pas entendu depuis des années. À 17 ans, Priklopil alla même jusqu'à emmener Natacha en vacances au sport d'hiver. Ce voyage paraissait d'ailleurs incompréhensible et inconcevable pour l'opinion publique et alimentera d'ailleurs plusieurs théories sur une éventuelle complicité entre Natacha et son ravisseur. En réalité, ces sorties étaient un prolongement de la domination psychologique exercée par Priklopil, qui lui répétait sans cesse que la moindre tentative d'évasion entraînerait des représailles sanglantes. Le 23 août 2006, après 8 années passées sous l'emprise de Wolfgang Priklopil, Natacha Kampusch trouve enfin l'opportunité de s'échapper. Ce jour-là, Priklopil demande à Natacha de nettoyer sa voiture, une BMW rouge, dans le jardin. Alors qu'elle s'exécute, il s'éloigne légèrement, absorbé par une conversation téléphonique. Ce moment d'inattention est une occasion inespérée pour Natacha. Elle remarque que le portail de la maison est entrouvert, l'aspirateur qu'elle utilise produit assez de bruit pour couvrir ses mouvements, et lui offre une chance unique de s'enfuir. Avec courage et détermination, elle abandonne son poste et se précipite hors du portail. Elle court dans la rue, elle cherche désespérément de l'aide. Sa peur est immense. Elle craint à tout moment que Priklopil la rattrape, ou pire encore, mette à exécution ses menaces contre sa famille. Natacha rencontre d'abord un groupe de personnes dans la rue. Elle leur demande de l'aide et elle implore un téléphone pour appeler la police. Mais inquiets face à son état de panique, ils hésitent et ils continuent leur chemin. Elle trouve ensuite refuge dans le jardin d'une maison voisine. Une femme âgée se trouve à l'intérieur. Natacha frappe à la fenêtre et parvient à lui expliquer qu'elle est une victime d'enlèvement. La femme, choquée mais réactive, lui permet de rester dans le jardin en sécurité et contacte immédiatement la police. Lorsque les forces de l'ordre arrivent, Natacha se présente pour la première fois depuis 8 ans en tant que Natacha Kampusch. Elle est immédiatement conduite au poste de police pour être mise à l'abri et interrogée. Pendant ce temps, Priklopil réalise que sa captive lui a échappé. Natacha explique plus tard que cette évasion n'était pas un acte impulsif, mais le fruit de longues années de réflexion et de préparation mentale. Elle a attendu le moment où elle se sentirait assez forte pour agir sans compromettre sa sécurité ni celle de ses proches. Quelques heures après l'évasion de Natacha, Wolfgang est localisé par les autorités. Mais plutôt que d'affronter la justice, il choisit de mettre fin à ses jours en se jetant sous un train. Lorsque Natacha Kampusch est retrouvée, Brigitte Kampusch est appelée pour venir la récupérer. Les retrouvailles entre mère et fille sont marquées par une émotion immense. Brigitte, qui avait perdu tout espoir de revoir sa fille vivante, se retrouve face à une jeune femme transformée par les épreuves. Natacha elle-même semble à la fois soulagée et déstabilisée par ce retour. Elle plaisante même avec sa mère en lui disant « Je m'attendais à avoir une vieille dame, mais tu es toujours très jolie ». Revenir à une vie normale après 8 ans de captivité s'avère extrêmement complexe pour Natacha. Elle doit réapprendre à interagir avec d'autres personnes, se réapproprier son corps et comprendre un monde qui a drastiquement changé en son absence. La médiatisation immédiate de son histoire complique encore plus cette transition. Natacha se retrouve sous les feux des projecteurs, ce qui suscite autant de fascination que de jugement de la part du public. Elle fait ses premières apparitions télévisées, mais son comportement est jugé parfois étrange ou détaché, et ça donne lieu à des incompréhensions et à beaucoup de critiques. D'ailleurs, l'un des points les plus débattus après son évasion est la question du syndrome de Stockholm, un phénomène psychologique où une victime développe un attachement émotionnel envers son ravisseur. De nombreux observateurs, influencés par des interviews de Natacha où elle semble presque défendre Priklopil, se demandent si elle en est atteinte. Natacha réfute fermement ces accusations. Dans son livre et à travers ses déclarations publiques, elle explique que son comportement n'est pas le fruit d'un attachement, mais d'une stratégie de survie. Elle s'est adaptée aux circonstances pour préserver sa santé mentale et éviter des représailles de la part de Priklopil. « Je n'avais pas d'autre choix que de m'adapter », dira-t-elle. Natacha prit la décision controversée de récupérer certains biens ayant appartenu à son bourreau, dont la maison où elle avait été retenue captive. Elle explique que cet acte vise à empêcher d'autres personnes de transformer cette propriété en attraction macabre ou musée morbide. Elle fit donc détruire le bunker et tenta de se réapproprier cet espace dans un effort de tourner la page. Mais encore une fois, cette décision alimente de nouvelles théories et critiques. Certains insinuent même qu'elle entretenait une relation ambiguë avec son tortionnaire ou qu'elle cherchait à dissimuler des aspects de son passé. Mais malgré les obstacles,
on peut dire que Natacha fait preuve d'une force mentale remarquable. Elle s'engage dans plusieurs projets, écrit un livre pour raconter son histoire, participe à des campagnes de sensibilisation contre les violences faites aux enfants. Elle poursuit également des passions qu'elle n'avait pas pu explorer durant son adolescence, comme le chant ou l'équitation. Ses efforts pour reconstruire sa vie ne furent pas sans heurts. Elle reste souvent la cible de rumeurs et de théories conspirationnistes, mais elle continue à défendre sa vérité et à avancer. L'un des éléments les plus intrigants de cette affaire est la possible implication de complices dans l'enlèvement et la détention de Natacha. Plusieurs indices ont d'ailleurs éveillé les soupçons. Les appels de Priklopil, Natacha racontait que son bourreau semblait attendre d'autres personnes le jour de son enlèvement. Priklopil aurait téléphoné à plusieurs reprises, visiblement frustré par l'absence de réponse. Était-il donc réellement seul dans cette entreprise? Le témoignage d'une camarade de classe, une jeune fille témoin de l'enlèvement, aurait vu 2 silhouettes distinctes près de la camionnette blanche. Ce détail aurait été largement négligé par les enquêteurs. Les propos de Priklopil, selon Natacha, son ravisseur lui aurait dit qu'il la remettrait à d'autres. Cette phrase laisse entendre qu'il aurait pu agir au sein d'un réseau plus large. Une autre théorie plus sombre suggère que Natacha aurait été impliquée malgré elle dans un réseau. Certains pointent le fait que Priklopil était particulièrement méticuleux, allant jusqu'à raser les cheveux de Natacha pour éviter toute trace ADN. Des rumeurs circulent à propos de contenus compromettants liés à Priklopil, mais aucune preuve tangible n'a jamais été dévoilée. Et puis, il y a l'attitude de Natacha, son refus de répondre à certaines questions sur le sujet. Cela a alimenté les spéculations, bien qu'elle ait expliqué qu'il s'agissait simplement de préserver son intimité. Et enfin, l'un des aspects les plus controversés fut la relation complexe entre Natacha et Wolfgang Priklopil. Certaines de ses déclarations après son évasion furent très mal interprétées, notamment lorsqu'elle s'exprima sur une forme d'empathie pour son bourreau et qu'elle expliqua son choix d'aller se recueillir sur sa tombe. Et bien que beaucoup aient voulu lui attribuer le syndrome de Stockholm, Natacha a toujours nié avoir développé un attachement émotionnel à son bourreau. Elle a même insisté sur le fait qu'il s'agissait uniquement d'un mécanisme de survie. Le fait qu'elle ait choisi de récupérer la maison et les biens de son ravisseur a aussi choqué l'opinion publique. Mais elle a expliqué vouloir éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains ou ne soit utilisé à des fins sensationnalistes. Une théorie particulièrement controversée accuse la mère de Natacha, Brigitte Kampousch, d'avoir orchestré l'enlèvement de sa fille. Ces accusations basées sur des suppositions et des coïncidences prétendent qu'elle aurait voulu se débarrasser de sa fille en raison des tensions familiales. Natacha a toujours défendu sa mère avec fermeté, qualifiant ces accusations d'absurdes. Enfin, les critiques envers la gestion policière de l'affaire restent assez vives. Plusieurs erreurs sont pointées du doigt. La police aurait enquêté sur la maison de Priklopil et même sur sa camionnette peu après l'enlèvement, mais les recherches furent superficielles. Et après plusieurs années, les efforts pour retrouver Natacha diminuaient. Certains policiers partaient du principe qu'elle était probablement... Les nombreuses théories autour de cette affaire ont eu un impact considérable sur la vie de Natacha. Elle a dû constamment se défendre contre des accusations et des rumeurs infondées qui parfois mettaient en doute sa propre version des faits. En publiant son livre 3096 jours, elle a décidé de prendre la parole pour raconter son histoire avec ses propres mots. Cet ouvrage a touché des millions de lecteurs à travers le monde et a même été adapté en film. Natacha insiste sur l'importance de ne jamais abandonner, même dans les moments les plus sombres. Son histoire est devenue une source d'inspiration pour de nombreuses personnes ayant vécu des traumatismes. Si ce récit vous a plu, partagez vos réflexions en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres histoires. À bientôt et faites attention à vous.